C'est le peintre canadien Paul-Émile Bordua qui disait « Les enfants m'ouvrent toutes grandes les portes du surréalisme ». Il est en effet très étonnant de voir que des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, comme ceux qui sont ici autour de moi dans cette garderie, puissent dessiner comme ça, comme si ça allait de soi. Les dessins se multiplient, il y en a partout sur la table et chacun a des idées, comme si, en somme, l'art ne venait pas simplement de l'observation de la nature, de ce qui est en dehors de nous, mais aussi de l'inconscient. Hein? Ça semble même faire mentir ce qu'on disait tout à fait au début de cette série d'émissions, qu'on ne naît pas peindre, qu'il faut l'apprendre, qu'il faut apprendre sa vision. Mais évidemment, si votre source d'inspiration est à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur, là, les paramètres, en somme, de la création artistique sont tout à fait différents. Hein? Alors, en somme, donc, ces enfants se lancent là, dans des activités de plus en plus variées. Qu'est-ce que tu fais, toi? Puis toi? Toi, c'est un... Alors, j'ai rapporté d'excellents souvenirs de cette visite à la garderie d'enfants, en fait, qui avait pour but, donc, d'introduire à ce cours sur le surréalisme, enfin, sur un art qui viendrait de l'inconscient plutôt que du monde extérieur. On ne saurait exagérer l'importance qu'a eu le surréalisme dans le développement de l'art contemporain, même si, en un certain sens, il a constitué comme une parenthèse historique dans le développement de cet art. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une telle scission entre le surréalisme et ce qui l'a précédé d'une part, et ensuite ce qui va le suivre, comme si, après le surréalisme, on reprenait un peu le développement de l'art où on l'avait laissé avec les cubismes, qu'on peut parler d'une espèce de parenthèse. Malgré tout, il reste que ce mouvement-là a eu une influence considérable sur le développement de l'art abstrait aux États-Unis en particulier, et je dirais même au Canada. Hein. Comment définir le surréalisme tout d'abord? Eh bien, comme vous savez peut-être, enfin, André Breton, le fondateur du mouvement, s'était donné la peine de faire une définition du surréalisme qui est paru pour la première fois dans le premier manifeste du surréalisme en 1929. Hein. Et il avait imité un petit peu, je dirais, le style des dictionnaires hein, pour faire sa définition. Et il l'avait fait un peu à la manière, enfin, des définitions comme on les trouve dans le petit Larousse. Surréalisme, nom masculin. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. C'est une définition un peu étrange quand on y songe pour un mouvement d'art. Hein? Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y ait même pas question de peinture. Et en fait, on pourrait même se demander s'il y a vraiment question d'art. Hein. Breton définit le surréalisme comme un moyen de noter le fonctionnement réel de la pensée. Hein. On a presque l'impression, donc, d'une définition qui viserait plutôt à la connaissance scientifique, en fait, d'un mécanisme mental qui serait, enfin, on essaie de noter le mouvement même, le mouvement réel de la pensée. Évidemment, quand il parle de pensée, ici, il faudrait bien s'entendre, c'est-à-dire, comme il oppose pensée et raison, enfin, dans le texte que vous venez d'entendre, il ne s'agit pas, évidemment, de noter le fonctionnement de la pensée logique. D'ailleurs, ça a été fait depuis longtemps. C'est, en fait, tout ce qui serait syllogisme ou raisonnement, etc. On sait très bien comment, en logique, ces choses-là fonctionnent. Non, ce qui intéressait Breton, c'était plutôt de noter ce qu'on pourrait appeler un peu cette pensée inconsciente, encore mal définie, qui serait beaucoup plus de l'ordre de la rêverie, sinon vraiment du rêve, quand on se laisse aller, en somme, sans contrôle trop conscient, à rêvasser à une chose ou à l'autre. Ça correspondrait davantage à cette espèce de chaos mental qui nous habite quand nous ne faisons pas attention, quand nous n'avons pas une phrase très déterminée à dire à quelqu'un ou quand on ne pense pas à un sujet en particulier. Hein. Sa définition ensuite se poursuit, alors toujours dans le style du petit Larousse, en annonçant en somme une définition plus poussée, plus encyclopédique du surréalisme. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tente à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. Comme vous voyez, les ambitions du surréalisme étaient très, très grandes, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins
que de régler les problèmes de la vie en recourant à cette pensée inconsciente. Ça peut paraître un peu inouï, en fait, qu'on aille se fier à tout ce que j'appelais tout à l'heure ce chaos mental, en fait, cet imaginaire qui nous habite comme ça inconsciemment, pour résoudre les principaux problèmes de la vie, comme dit Breton. Mais il faut se souvenir que les gens de la génération de Breton et les surréalistes qui l'ont entouré, comme d'ailleurs les dadaïstes qui l'avaient précédé, ont vécu à l'époque des deux grandes guerres mondiales. Hein? Et pour eux, l'expérience de la guerre a fait la preuve, en somme, de la faillite de tout un système qui était fondé sur la raison, qui était fondé sur la technologie, on pourrait dire aussi, et sur une technologie militaire, sur aussi une économie de type capitaliste. Et pour eux, alors donc, ces deux guerres manifestent très clairement, enfin, aux yeux de tous, que ce système-là avait failli, enfin, n'avait pas rempli ses promesses. Hein? Je dirais que le parallèle qu'on pourrait faire maintenant, c'est un peu la même suspicion que nous aurions, nous, devant la science et la technologie, quand on regarde, en fait, comment notre environnement est menacé, comment la pollution envahit, enfin, un peu tous les caractères, à la fois l'eau, l'air, etc. En fait. Et donc, de la même façon que nous devenons un peu plus conscients des limites, ensemble, de la technologie, de la science, on pourrait dire que la génération de Breton devenait aussi consciente des limites de la raison et de la logique, hein, un peu dans le même sens. Hein. Alors donc, le mouvement surréaliste se définit tout d'abord comme cette notation de la pensée et ça va s'exprimer, comme d'ailleurs il le disait dans sa définition, tout d'abord de façon littéraire. Hein. Et là, disons peut-être que le meilleur exemple, enfin la meilleure contribution du surréalisme au niveau littéraire, c'est ce qu'on a appelé l'écriture automatique. Alors là-dessus, je laisse parler Breton parce qu'il a très bien décrit de quoi il s'agit. Écoutez ce texte, en fait, qui est presque comme une recette d'écriture automatique. Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous être établi en un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Faites abstraction de votre génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. Écrivez vite, sans sujet préconçu. Assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à chaque seconde, il est une phrase étrangère à notre pensée consciente qui ne demande qu'à s'extérioriser. Alors, tout en écoutant la définition de Breton, je m'exerçais un petit peu à faire ce qu'il nous recommandait de faire, c'est-à-dire cette écriture qui correspondrait en somme à des phrases qui nous habitent et qui ne sont pas conscientes, évidemment, pendant le temps où on travaille au niveau de la conscience, mais qui sont toujours là en nous et qui ne demandent, au fond, qu'à s'exprimer, qu'à sortir de ça. Hein. Alors, cette écriture automatique, cette invention, en somme, pour presque décrire, en somme, les contenus de l'inconscient, par ce procédé, si on veut, nous obtenons tout d'abord une écriture assez étrange. Vous allez me dire, c'est écrit au premier jet, il n'y a pas de contrôle, etc. On obtient en fait une sorte d'image poétique qui est tout à fait particulière, enfin une sorte de métaphore, si on veut, qui est très différente des métaphores courantes. Alors, vous savez qu'une métaphore, essentiellement, c'est, disons, en fait, je prends un exemple, en fait, comme la source du mal, la racine de son chagrin ou quelque chose comme ça. Une métaphore consiste, en somme, à rapprocher deux idées, enfin, qui sont d'un ordre différent. Enfin, la source, c'est concret. Disons, le mal, ben, c'est une idée plus générale, plus universelle, plus abstraite. Alors, quand on parle de la source du mal, on fait une métaphore, c'est-à-dire qu'on rapproche, en somme, deux unités qui sont distantes, en fait, dans la réalité, puis on en fait, finalement, un sens. Hein? C'est-à-dire qu'on dit, oui, ça a du sens de parler de la source du mal plutôt que sa cause. Enfin, ça fait image. Enfin, ça a une force, disons, poétique. Quoique la source du mal est disons, une métaphore peu poétique, enfin peu intéressante. Les métaphores surréalistes ont ceci de particulier qu'ils font aussi un espèce de rapprochement, mais entre des domaines qui sont beaucoup plus éloignés. Le poète